Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief que nous allons consacrer cette semaine aux nouvelles conditions d'accès au concours d'enseignants. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Ben Moussa, n'a pas mis beaucoup de temps à dévoiler sa manière de voir les choses en matière d'éducation. Ancien président de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement, il est donc aujourd'hui en charge de l'éducation dans le gouvernement Arnouch et il vient de dévoiler les conditions d'admission au concours des académies régionales pour l'éducation et la formation. Désormais, les nouveaux enseignants seront choisis au mérite et à l'excellence de leur dossier académique. Les candidats à la fonction d'enseignant devront également avoir moins de 30 ans et c'est cette dernière précision qui a été très discutée, voire même rejeté par une partie des intéressés de l'opinion publique. Dans son rapport sur le nouveau modèle de développement, la Commission avait axé son argumentaire sur la qualité de l'enseignement qui passera inévitablement par celle des enseignants. La question qui se pose et à laquelle nous tenterons de répondre avec nos invités est de savoir si l'âge est un élément de la compétence, sachant que pour plus de cohérence, les titulaires de licence en sciences de l'éducation seront dispensés de la présélection, ayant choisi dès le départ le métier d'enseignant. Mais ils passeront quand même le concours. On en parlera donc avec nos invités pour discuter de ça. Nous avons donc invité Si Fouad Chafiri, vous êtes directeur des curricula et inspecteur général des affaires pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Si Chafiri. Nabil Adel, vous êtes directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA. Merci aussi d'avoir été avec nous. C'est Ali Harichi, vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Merci encore une fois à vous trois. On y va directement. Alors, pour rappel, c'est Chafiri, quelles sont les conditions indiquées par le ministère de l'Éducation pour les candidats pour passer le concours de recrutement des enseignants dans les AREF? Et question à laquelle on n'a peut-être pas beaucoup répondu, à quel niveau c'est destiné? Bien, donc merci tout d'abord pour l'invitation. La circulaire, la note ministérielle qui organise les concours d'accès aux postes d'enseignants et de cadres administratifs au niveau des académies a été publiée la semaine dernière. Il comporte, la plupart des conditions sont des conditions qui étaient déjà là dans les sessions passées. Deux nouveautés cette année, la nouveauté principale. La première, c'est que les candidats doivent présenter une lettre de motivation personnelle. Et cette lettre de motivation va être discutée avec le jury au moment de l'oral. Et la deuxième condition, c'est que ces candidats, ils doivent avoir moins de 30 ans. Bien sûr, il y a deux autres conditions, mais mineures par rapport à celle-ci. La première de ces deux conditions, c'est que tous les candidats vont passer par une présélection qui vise à choisir les meilleurs profils pour l'enseignement. Les candidats au concours, pas au concours. Les candidats pour passer le concours. Puis, il y a une exemption des candidats qui viennent des filières, des licences d'éducation des universités. Et je vais expliquer par la suite pourquoi ces candidats qui ont une licence d'éducation sont exemptés de la présélection, mais ils passeront quand même le concours écrit et oral comme tous les autres. Alors, toute cette batterie de mesures concerne quel niveau? C'est pour des enseignants du primaire, du secondaire? En fait, on a un concours pour 15 filières. 15 filières pour l'enseignement, 13 filières pour l'enseignement secondaire, c'est toutes les disciplines qui sont enseignées au niveau du secondaire, que ce soit collégial ou qualifiant, et 2 filières pour le primaire, une filière d'enseignants bilingues qui enseignent l'arabe et le français, une filière d'enseignants d'amazigh. Donc les 2 plus 13, ça fait 15 filières. Je suppose que le français, l'anglais, les autres langues sont privilégiées dans le secondaire. Dans le secondaire. Très bien. Alors, je passe à vous, Ali Harichi. Comment vous avez reçu donc cette décision du ministre de l'Éducation nationale? Comment vous voyez les choses à votre niveau? Vous êtes enseignant. D'abord, enseignant du supérieur, certes, mais enseignant quand même. De toute façon, c'est la même famille. D'abord, nous étions en attente, en fait, d'une décision du ministère de l'Éducation nationale pour répondre à tout ce qui a été mis dans le projet, donc les promesses électorales et le projet de loi de finances, et puis aux attentes de la population qui a participé massivement aux élections. Donc c'est une attente à laquelle nous espérions que ça soit arrivé assez rapidement, et tant mieux, elle est arrivée. Maintenant, c'est le contenu de la circulaire, de la note ministérielle,
qui fait un peu, on va dire, beaucoup de remous, beaucoup de critiques, beaucoup d'interrogations sur certains points, surtout quand on parle de l'âge. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. L'âge, on peut comprendre peut-être pour la mention, pour l'âge, ça reste discriminatoire, à mon sens, étant donné que ce soit du point de vue constitutionnel, l'égalité des chances entre les citoyennes et les citoyens ne doit pas être limitée, que ce soit dans l'article 6, tous nous sommes égaux devant la loi, et puis l'article 19 qui parle encore de l'égalité donc, dans tous les domaines politiques, professionnels, sociaux, économiques et civils. Donc l'âge, ça reste, à mon sens, un point discriminatoire, étant donné que la qualité ou la compétence, est-ce qu'on peut la lier à l'âge d'un jeune candidat qui veut participer à ce domaine et qui a la vocation pour être enseignant? On développera peut-être tout à l'heure. Corneille avait dit « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. » Mais enfin, c'était Corneille et c'était il y a longtemps. On va voir comment ça se décline aujourd'hui. Nabil Adel, comment vous avez reçu cette décision, ces décisions? Plutôt bien. Plutôt bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de décisions fortes. Alors, je vais la commenter sur la forme et sur le fond. Alors, sur la forme, c'est une décision qui intervient assez tôt dans la vie de ce gouvernement, c'est une très bonne chose, parce que les meilleures réformes sont menées au début du mandat, comme ça on a le temps de les voir se dérouler, le temps de les voir s'appliquer, et puis pour qu'on ne soit pas taxé de fonds de commerce électoral, quand on prend des réformes au bout de mandat. Alors, au niveau de la communication, on aurait aimé que ce soit un peu mieux professionnalisé et mieux orchestré. Maintenant, sur le fond. Sur le fond, je ne pense pas qu'autour de cette table, où une famille marocaine qui nous regarde ne soit pas consciente de l'importance de l'éducation de ses enfants sur leur avenir. Il y a une équation qui est très simple à résoudre. Si vous voulez avoir une bonne éducation, il faut recruter les meilleurs. C'est aussi simple que ça. L'éducation nationale n'est pas un pourvoyeur d'emploi pour ceux qui n'en trouvent pas. Et souvent, dans le débat public, c'est un argument qui revient. Vous privez les gens d'un emploi. Non, messieurs, on ne prive pas d'un emploi. On veut garantir l'avenir de nos enfants. Il faut que ce soit les meilleurs. Il faut que ce soit une vocation. Et maintenant, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, je suis enseignant. Je suis enseignant depuis 20 ans. Et vous avez beaucoup de gens qui font l'enseignement par défaut. Ils présentent dans beaucoup de concours, y compris l'enseignement. Et de toute manière, ça, c'est presque garanti. Il n'y a pas de conditions de compétences, d'âge, ni rien du tout. Et donc, du coup, vous avez souvent des gens, peut-être qui ont la compétence, mais qui n'ont pas l'intérêt. Il a fait ça parce qu'il n'a pas trouvé autre chose. Et d'ailleurs, quand on voit tout le débat sur les profs contractuels, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit on était obligé de signer parce qu'on n'avait pas de travail. On nous a forcés à signer, ils ont profité du fait que nous n'ayons pas de travail. Ça veut dire que l'enseignement, qui est le pilier de la nation, est devenu une sorte d'hôtel où on va se reposer pour trouver mieux ailleurs. Naturellement, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver, ils restent dans cet hôtel pendant très longtemps. Et ce sont des générations et des générations qui ont affaire à des gens qui ne sont ni motivés pour le poste parce qu'ils n'ont pas choisi le premier jour, ils l'ont fait par défaut, et qui n'ont ni la compétence. Comment voulez-vous, dans ces conditions, avoir de bons résultats? Ça serait un miracle si on avait de bons résultats avec tous ces intrants. Donc il est temps de prendre le taureau par les cornes et de prendre des décisions fortes. Les décisions fortes ne sont jamais populaires, mais en tant qu'homme d'État, il faut les mener. Alors, si Fouad Chafiqi, vous êtes directeur des curricula et vous êtes aussi inspecteur général des affaires pédagogiques. Vous avez entendu vos confrères parce que vous êtes aussi enseignant, oui, je pense. Et, depuis 37 ans. Depuis 37 ans, donc depuis à peu près le double de si Nabil, ici présent, donc il entend ça. Cette mesure, bon, il y a eu pas mal de conditions qui n'ont pas véritablement fait de remous, à part celle de 30 ans. Alors, c'est quoi les fondements juridiques qui ont été... On a entendu anticonstitutionnel, c'est quoi les fondements juridiques et sur quelle base cette mesure a été prise et pourquoi? Merci pour cette question. Peut-être avant de parler des fondements juridiques, il faudra situer cette décision dans son contexte général. Depuis au moins une quinzaine d'années, que tout le monde dans le secteur de l'éducation, les familles, mais aussi
la société civile, le monde de l'emploi, reprochent à l'école la qualité des apprentissages de ses lauréats. Et en grande partie, au niveau international, toutes les études qui sont faites sur les benchmarks internationaux sur l'éducation montrent que la qualité de l'éducation ne peut pas être que le reflet de la qualité des enseignants qu'on met dans bien sûr les programmes scolaires, les conditions matérielles ils sont importants, mais le facteur le plus important c'est l'enseignant. Depuis la réforme universitaire de 2003, la production de l'université est en inadéquation avec les profils des enseignants qu'on souhaite mettre au niveau des établissements scolaires. Si je prends par exemple l'enseignement primaire, un enseignant du primaire, il a l'obligation, dans ses charges professionnelles, d'enseigner au moins 8 disciplines scolaires. Or, lorsqu'on recrute un jeune licencié qui a une licence toute filière confondue, généralement, il arrive dans les classes avec officiellement un diplôme de licence, mais réellement avec un niveau académique, bac ou moins que le baccalauréat. Si je prends quelqu'un qui était dans une filière littéraire, pour enseigner les mathématiques et les sciences, c'est un niveau de première ou deuxième année de lycée avec lequel il arrive au niveau des classes. Donc il fallait, au niveau académique, revoir tout ce process qui nous permet de produire les enseignants qui sont destinés, que ce soit pour l'enseignement primaire ou pour l'enseignement secondaire. Il y a eu des décisions qui ont été prises. La dernière décision par rapport à la sélection, c'est un coup d'accélérateur. C'est comme ça qu'on le perçoit au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Déjà en 2018, le 29 juin 2018, l'ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur avait lancé, en présence du chef de gouvernement, les licences, ce qu'on appelait les cycles de licence d'éducation. C'est des formations qui sont dispensées dans des établissements destinés à former des enseignants. C'est les écoles normales supérieures et les écoles supérieures d'éducation et de formation. Nous en avons 12. Dans chaque université, il y a une grande école. Et les étudiants dans ces écoles, ils passent par une présélection, tout d'abord par l'âge. Ils ne sont admis dans ces cycles de licence d'éducation que les bacheliers qui ont moins de 21 ans. Ils passent par une présélection avec des entretiens avec des jurys pour vérifier leur prédisposition pour devenir des enseignants. Et ils ont une formation de 3 ans dans une licence d'éducation pour passer par la suite le concours de recrutement. Donc aujourd'hui, on a la première promotion cette année, c'est environ 1400. C'est insuffisant, très insuffisant par rapport... 10% des besoins. Nos besoins sont 15 000, nous avons 1400. C'est pour cela que nous avons dispensé ces jeunes qui ont une licence d'éducation de la présélection parce qu'ils ont été déjà présélectionnés par l'âge et sur leur niveau académique à l'entrée au cycle de licence d'éducation. Et bien sûr, c'est un coup d'accélérateur, comme j'avais dit, parce que ça permet d'envoyer un message très clair à la société, c'est que nous n'allons sélectionner dans l'avenir que les enseignants qui ont un parcours scolaire et académique d'excellence. C'est quoi un parcours académique d'excellence ? On peut parler des mentions, oui, mais on peut parler aussi des années qui sont passées pour obtenir un diplôme à l'université. Celui qui passe 3 ans, c'est pas la même chose que celui qui passe 8 ans. Ça, c'est la grille de présélection, il va tenir compte de tous ces éléments. Un bachelier qui obtient un bac avec une mention très bien ou une mention bien n'est pas la même chose qu'un bachelier qui obtient un baccalauréat avec une mention passable. Et tout ça doit rentrer dans la grille d'évaluation des futurs candidats pour qu'on puisse sélectionner les meilleurs. Vous avez posé la question à propos de l'âge. Et la question qui se pose, mais qui se pose à mon sens d'une manière très contestable, est-ce que 30 ans ou est-ce que l'âge c'est un facteur qui nous permet de juger les compétences. Là, on parle des compétences d'enseignants. Et les compétences d'enseignants, elles sont en construction au moment où ils seront dans un centre de formation. Donc, quelqu'un qui arrive avec un diplôme universitaire, il n'a pas les compétences pour enseigner. L'enseignement, c'est un métier. Il faudra l'apprendre. Et plus
le candidat qui va devenir enseignant est jeune, plus il apprend plus vite, d'une manière précoce, le métier qu'il va exercer pendant 30, 35 ans, voire 40 ans. Donc c'est pour cela qu'au niveau international, la sélection des enseignants, ça a été le cas au Maroc. Au Maroc, pendant longtemps, jusqu'au début des années 90, fin des années 90, pardon, personne ne peut devenir enseignant s'il a plus de 25 ans, 24 ans. Excusez-moi si Chafiqi, Clem Kwolk, mais j'ai été chercher un peu. En France, vous dites sur le plan international, ouais. En France, à la rentrée 2020, l'âge moyen des admis au concours externe pour le primaire est de 29 ans et de 31 ans pour le secondaire. Tout à fait. Une moyenne qui a augmenté de 3 ans, de 1 an à peu près depuis... 2 à 4 ans pendant les trois dernières années. Donc on est sur la trentaine, ça veut dire qu'il commence à 30 ans. Il faudra le comparer à la situation de la France il y a 4 ans, puisque le recrutement en France des enseignants se fait sur la base d'un master. Depuis la masterisation, on a vu l'âge... la moyenne d'âge augmentée des futurs enseignants parce qu'on a commencé à recruter à partir du master. Alors que chez nous, on recrute à partir de la licence. Alors, vous ne m'avez pas répondu sur le fondement juridique. Parce que là, après, ça va être Alel Harichi et lui, il a parlé d'anticonstitutionnel. Dans la Constitution, rien n'oblige. De toute façon, ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui est le seul département qui applique ces restrictions d'âge. Plusieurs départements l'appliquent. Et les métiers les plus durs appliquent ce genre de restrictions parce qu'il y a un métier à apprendre et un métier qu'il faudra exercer pendant une longue période pour développer une certaine expertise. Est-ce qu'il y a une base juridique pour faire ça? En fait, les nouveaux recrues seront des cadres, c'est les cadres des académies, qui sont des établissements publics. Et dans le statut particulier des académies, tout le personnel qu'on peut recruter au niveau d'une académie, qui peut être les enseignants, mais qui peut être aussi les cadres administratifs, doivent avoir au moins 18 ans et au plus 40 ans. Donc ça, c'est dans le statut particulier des académies, qui a été signé par... Pourquoi pas avoir gardé le au plus 40 ans, avoir réduit à 30 chaque ministère a le droit de choisir, dans cet intervalle 18-40 ans, l'âge qui est propice pour développer une certaine professionnalité pour l'exercice du métier. Très bien. Alel Harichi, est-ce qu'on peut parler quand même d'égalité des chances? Puisque M. Chafiqi nous dit que c'est de 18 à 40 ans, la fourchette, et que chaque pour département... les académies, pour la fonction publique, ça va jusqu'à 45 ans. Oui, tout à fait. Donc la loi. Maintenant, on parle d'une hiérarchie des lois, les normes. Il y a la Constitution, il y a les lois organiques, les lois, et puis il y a les décrets, et puis il y a les arrêts, et puis il y a les circulaires et les notes. Donc la loi, la fonction publique, elle va jusqu'à 45 ans. Et on comprend pour que certains métiers ou certaines professions, on ne peut pas rentrer pour faire, par exemple, être à la Sûreté nationale à 40 ans, 45 ans. Il faut avoir une capacité physique ou bien des métiers durs, donc, ou pénibles, où on parle de la pénibilité. On doit demander de la jeunesse, et ce qui est tout à fait compréhensible. Pour l'enseignement, d'abord, c'est un métier intellectuel et c'est une vocation. Il n'y a pas de la pénibilité comme si on allait travailler, c'est-à-dire dans la police ou dans la gendarmerie ou dans d'autres métiers où il y a de la pénibilité. Donc, déjà, la loi, il structure l'âge. L'académie, effectivement, elle va de 18 à 40 ans. Maintenant, le choix de 30 ans, ce n'est pas le choix, parce que Monsieur Chafiqi a parlé de, effectivement, quelqu'un qui a passé 8 ans à la fac, ce n'est pas comme quelqu'un qui a passé 3 ans et 4 ans, et ce n'est pas la même compétence, et c'est tout à fait, on va dire, logique. Maintenant, est-ce que, parce que le Maroc, vous savez, il y a une disparité spatiale au Maroc. Celui qui habite à la montagne et qui a fait l'école publique à côté et qui a fait, c'est-à-dire à côté de son village, ce n'est pas comme celui qui habite au centre de Rabat et qui a fait l'école publique au centre de Rabat ou à Casa. Donc il y a une disparité spatiale. Et nous, on parle d'un nouveau Maroc, c'est-à-dire un nouveau modèle de développement avec une régionalisation, puisque les académies s'inscrivent aussi dans la régionalisation, c'est-à-dire donner la chance aussi aux Marocains qui vient d'un autre milieu. Ce n'est pas, c'est-à-dire donner la chance de prendre tout le monde, mais de prendre les meilleurs. Et pour moi, je pense que les meilleurs ne s'arrêtent pas à 30 ans, parce que quelqu'un dans le rural, il aurait pu avoir peut-être son bac jusqu'à 21 ans, et il a fait beaucoup d'efforts
pour l'avoir. Et aller à la faculté, peut-être il a fait 3 ans ou 4 ans à la faculté avec les conditions, c'est-à-dire de cette disparité sociale et spatiale, et il est arrivé à avoir sa licence avec mention. Et il présente. Maintenant, je pense qu'il y a 43 000 personnes qui se sont présentées. Avant-hier. Avant-hier, c'était 43 000. Supposons que ces 43 000 personnes, ils sont tous ces prérequis, c'est-à-dire demandés, 15 000 vont être choisis. Et chaque année, vont s'ajouter d'autres. Si on reste dans cette mécanique numérique, même ceux qui ont aujourd'hui 28 ans, dans 3 ans, ils auront 31 ans. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents. Ça veut dire que le nombre était limité. Et c'est très bien d'avoir un nombre. Je rejoins, c'est vrai, une réforme qui vient au début, c'est excellent. C'est quelque chose de très bien, on ne peut que l'applaudir. Mais ouvrir aussi pour tous les Marocains, parce que nous connaissons le Maroc, il y a un Maroc profond, un Maroc rural qui est un peu... qu'on est en train. En fait, ce nouveau modèle de développement est arrivé pour c'est-à-dire éliminer ces disparités et sociales et spatiales. C'est pour cela que des jeunes Marocains peuvent être à la fac. Bon, après, on parlera de ce qui se passe aujourd'hui. On voit que les facultés aujourd'hui au Maroc, ce sont des étudiants, c'est des manifestations qui se font, et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que c'est une très bonne réforme qui arrive, il fallait l'accompagner, peut-être pas aller à 40 ans, peut-être 30, 35 ans et faire des dérogations pour les gens qui sont compétents, mais qui n'ont pas eu la chance, puisqu'il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas ce nombre de postes qui a été ouvert. Alors, aujourd'hui, ils ont 31 ans. Alors, vous parlez de manifestations, effectivement, les gens sont mécontents, mais on revient à ce que disait Nabil Adel, le ministère de l'Éducation n'est pas pourvoyeur d'emplois pour pourvoir à de l'emploi, pour créer des emplois, mais aussi pour faire dans la qualité. Alors, Nabil Adel, quand on entend ce qui a été dit, et puis en parlant à des cadres du ministère et dehors du ministère, on comprend aussi que l'âge de 30 ans est là pour compenser un peu une forme de déperdition de connaissances. À partir de plus on avance en âge et plus on oublie ce qui a été fait avant. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une possibilité, peut-être selon vous, à votre avis, de votre point de vue, pour assouplir cette mesure? Parce que autant on peut perdre des connaissances de 25 à 30 ans, autant après 35 ans, on peut gagner en expérience, gagner en efficacité. Est-ce qu'il n'aurait pas été bien d'introduire un assouplissement, des dérogations peut-être? Alors si j'ai bien compris, je parle sous le contrôle de M. Chafek, alors on parle des primo-accédants. Ceux qui accèdent à la fonction. Primo-accédants, bien entendu. Pour la première fois. Alors c'est quelqu'un qui est censé avoir son bac entre 18 et 20 ans. Et on sélectionne pas des docteurs, on sélectionne des gens qui ont la licence, qu'il aurait dû avoir au bout de 3 ans. Alors entre 20 et 30 ans, s'il a mis 10 ans à avoir une licence, c'est un problème. Vraiment, on leur a donné une large marge quand même. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre l'origine de la colère. Parce qu'on ne parle pas des mêmes Marocains. Celui qui a 18 ans, le bac, il habite à Casa et à Rabat. Celui qui habite à, à Gélal, il a le bac à 22 ans. Croyez-moi, les meilleurs résultats sont obtenus, non pas par les gens de Casa et de Rabat, mais par les gens du Maroc. Je parle d'une manière générale. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de mettre 10 ans. Il a eu à 22 ans. Mais il a mis quand même 8 ans pour avoir une licence qu'on peut avoir à 3 ans. Dans 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Ici, la question est très simple. On parle d'égalité des chances. Le concours est le premier obstacle à une égalité des chances. Parce que l'égalité des chances est conditionnée par la compétence. L'égalité des chances à compétence égale. Sinon, tout serait ouvert à tout. OK. Maintenant, quand on définit les règles de compétence, et à compétence égale, on vous donne votre chance. Mais ce n'est pas un principe qui est ouvert comme ça. Et aujourd'hui, si on veut moderniser ce secteur, aujourd'hui, j'ai entendu un chiffre qui m'a donné froid dans le dos. À 15 ans, 70% des Marocains ne savent pas lire, écrire et compter. Ça a déjà été dit par Sibel Mokhtar il y a plusieurs années déjà. Les 3/4 ne maîtrisent pas, alors que l'objectif du nouveau modèle de développement, c'est 90% qui maîtrisent la lecture, qui maîtrisent. Mais imaginez. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Et nous, on est en train de parler de quelques détails. Écoutez, si c'est une vocation, il faut prendre les meilleurs. Et les meilleurs, c'est la question que je vous pose. Est-ce que les meilleurs, on ne peut pas les trouver aussi à partir de 35 ans? C'est difficile. C'est très difficile. Quelqu'un qui n'a pas pu avoir, à moins qu'il y ait un événement, il a eu un accident de parcours, malade. Mais ça, c'est vraiment, on parle d'une minorité presque marginale. Mais quelqu'un qui a eu son bac entre 18 et 21, 22 ans,
et à 30 ans, il n'a pas encore eu sa licence, c'est un problème. Non, mais il a eu sa licence il y a 5 ans, mais il n'y avait pas de poste d'emploi. Aujourd'hui, il a 31 ans. Écoutez, il faut qu'il aille chercher ailleurs. Est-ce que le ministère, est-ce que le ministère est en droit de dire, oui, il a le droit de je prends ça sur moi, de faire du social. C'est-à-dire que il a 25 ans, il a sa licence, ses diplômes à 25 ans, à 26 ans, il a fait autre chose, il ou elle a fait autre chose, n'a pas trouvé d'emploi, et puis maintenant il y a une opportunité. Est-ce que le ministère doit tenir compte de ça, ou alors partir sur la qualité? C'est là le débat. L'âge ne détermine pas la qualité. L'âge n'a jamais déterminé la qualité. À mon sens, l'âge ne détermine pas la qualité. Quelqu'un qui a eu sa licence à 25 ans ou à 26 ans, et il n'y avait pas d'opportunité ni dans l'enseignement ni ailleurs. Aujourd'hui, il attendait aussi cette opportunité. Il était parmi ces électeurs adhérents qui ont participé aux élections parce qu'ils voyaient quelque chose de nouveau, effectivement quelque chose de nouveau qui arrive, et il avait de l'espoir. C'est un Marocain ou une Marocaine comme d'autres. Et c'est pour cela que le critère de l'âge, moi je suis pour la mention, pour le concours. Le concours, c'est ce qui va nous permettre de voir la qualité et la compétence. Parce qu'effectivement, nous voulons, nous, enfants de l'école publique, nous voulons une école publique comme celle qui nous a accompagnés il y a longtemps. Et ce n'étaient pas des enseignants jeunes, on les a connus, peut-être qu'ils étaient rentrés jeunes pour enseigner, mais qui nous ont accompagnés durant tout notre cursus. Alors, on va prendre une petite pause. On se retrouve dans quelques instants. On continuera notre débat avec vous, Nabil, Ali et Sifouad. Bienvenue dans la seconde partie du débrief consacré cette semaine aux nouvelles conditions d'accès au concours d'enseignants au ministère de l'Éducation nationale. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Ali El-Harichi, Nabil Adel et Fouad Chafiqi. Juste avant la pause, Nabil Adel, vous étiez sur votre raisonnement, donc sur l'âge. On continue toujours sur cette question des 30 ans. Et encore une fois, le métier d'enseignant est un métier qui est fatigant. Un métier qui est très fatigant. Il faut avoir de la force, parfois même physique, pas qu'intellectuelle, pour tenir des classes. Et parfois, vous avez des classes où il y avait 30, 40 élèves. Il faut vraiment de la force physique pour pouvoir tenir. Et il y a un autre élément sur lequel il faut qu'on tranche une bonne fois pour toutes. Il faut dissocier dans ce pays l'éducation de l'emploi. L'éducation est un droit. L'emploi ne l'est pas. Si. Non, excusez-moi. Je peux pas vous laisser dire ça. Non. C'est un droit. Non, excusez-moi. Quand je dis un droit, quand je dis un droit, il faut que ce soit votre responsabilité de chercher du travail, pas qu'on vous le ramène. Oui. Maintenant, l'enseignement, si on doit vous ramener l'enseignement, ok. Et donc, à partir du moment, vous ne pouvez pas dire parce que j'ai un diplôme, j'ai droit à un travail. Non, c'est votre responsabilité d'aller chercher du travail, mais pas qu'on vous le garantisse, parce que, soi-disant, vous avez un diplôme. Et c'est ça... C'est plus exact, oui. Voilà, c'est ça ce qui nous cause beaucoup de tort dans notre manière de réagir. Beaucoup de gens disent, mais ce sont des gens qui attendaient ça, c'est pour un emploi. Je sais, mais la responsabilité de l'État est de leur garantir une éducation, mais pas de leur garantir un travail. Le travail, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Chacun doit prendre sur soi la responsabilité d'aller chercher un travail. Et donc, quand on dissociera ces deux éléments, vous allez voir beaucoup de problèmes vont se régler dans notre pays. Ali El-Harichi a parlé justement d'opportunités. Ce sont des jeunes qui voient une opportunité et qui la voient peut-être échapper. Vous avez la réponse avec Nabil Adel, c'est-à-dire que ce n'est pas une opportunité de travail, on en parlera tout à l'heure. Fouad Chafiqi, vous avez certainement la volonté de réagir. Et je voudrais aussi vous parler qu'une fois que ces 15 000 seront pris, c'est quoi les plans de carrière qu'ils vont faire, leur salaire, ils vont toucher combien? On ne va pas rentrer sur le programme du gouvernement, mais au niveau du ministère, comment ça se passe? Très bien. Donc, peut-être avant de répondre à votre question, M. Aziz, j'aimerais bien réagir par rapport à ce que vient de dire le professeur Harichi. La première fois où on a ouvert le concours à tout le monde, c'était en 2013-2014. Et on avait quelque chose comme 170 000 candidats. L'année dernière, nous avions 270 000. Ça veut dire que ce concours de recrutement des enseignants est devenu pour un grand nombre de lauréats d'université comme pratiquement l'unique espoir pour pouvoir trouver un travail. Et ça a cristallisé, c'est pour ça qu'on voit toute cette polémique, cette attention de la presse qui débat sur cette question, c'est parce que c'est pratiquement l'unique
l'unique grande chance, et c'est comme si vous jouez à la loterie. Soit vous êtes reçu et vous allez devenir enseignant, soit non, vous allez attendre l'année suivante. Et parmi les gens tous les gens qui ont plus de 30 ans, ils ont au moins passé 3-4 fois le concours de recrutement. Et ce n'est pas vrai que cette année, on a 15 000. Les années passées, il y a une année, on avait 20 000 postes. Donc la moyenne pendant au moins ces 5 dernières années, c'est entre 13 000 et 14 000 postes chaque année qui sont destinés à l'enseignement. Par rapport à votre question sur le plan de carrière, tout d'abord, ces enseignants cadres des académies, comme les enseignants qui étaient fonctionnaires à un certain moment, qu'on recrutait comme fonctionnaires, ils ont tout d'abord devant eux toute une carrière à développer, celle d'enseignant tout d'abord, avec 2 grades principaux. Ils rentrent essentiellement échelle 10, tous cycles confondus, que ce soit des profs de primaire ou du prof de secondaire. Bien sûr, ils ont une promotion dans leur carrière. Ils passent à échelle 11, c'est le 2e grade. Et pour ceux qui veulent passer hors échelle, ils n'ont qu'à passer le concours d'agrégation. Donc, préparer l'agrégation et passer l'agrégation, ils peuvent devenir hors échelle en étant professeur agrégé de l'enseignement secondaire. Ils ont la possibilité, comme les fonctionnaires de l'éducation nationale, de passer tous les concours qui permettent d'accéder à des postes de responsabilité, que ce soit dans l'inspection, devenir inspecteur de l'éducation, que ce soit pour les cadres de l'orientation et de la planification, que ce soit pour la formation des cadres de l'administration scolaire, donc le cycle de formation. Et une fois qu'ils réussissent ces concours, ils suivent les formations nécessaires et ils ont les mêmes droits que les autres. Par rapport à la question de formation continue, ou ce qu'on appelle... La question continue. Les 15 000 qui vont rentrer, ils vont toucher combien une fois qu'ils auront été sélectionnés? Ils seront à l'échelle de rémunération 10, comme tous les fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire? C'est aux alentours de 5 400 dirhams. Donc, net. Ça dépend aussi des régions, ça dépend des 3 zones des régions, mais c'est le même salaire que perçoit tout fonctionnaire de l'État qui est recruté à partir d'une licence. Vous ne pensez pas, Fouad Chaferi, qu'en mettant toutes ces conditions, donc en verrouillant, balisant, sécurisant, peut-être que revaloriser un peu les salaires? Non, ce n'est pas dans la politique. Si, mais il faudra peut-être relier la valorisation des salaires à la qualité des enseignements qui sont dispensés dans la classe. Si on arrive à relier les rémunérations des enseignants à la qualité des apprentissages des élèves pour dépasser le problème que vous avez soulevé et que Adil a soulevé également, celui de la pauvreté des apprentissages de nos élèves dans nos établissements scolaires, je pense qu'une valorisation à l'entrée du métier ne pourra être qu'une bonne décision, et on l'espère très bien nous aussi, et également une carrière qui peut être étalée sur, au lieu de 2 grades, plus que 2 grades, pour avoir une échelle de l'enseignant novice jusqu'à l'enseignant expert. Alors, Ali Harichi, on revient sur ça. Vous avez entendu Fouad Chaferi parler donc de la valorisation du salaire, 5 400 dirhams net. Pour quelqu'un qui a 24, 25, 26 ans, c'est quand même intéressant pour commencer comme ça. C'est pas grand-chose, mais bon, il y a des opportunités, des ouvertures pour la suite. Finalement, vous le disiez quelque part tout à l'heure, est-ce qu'on peut considérer que sur les 47 000 qui se sont présentés jusqu'à il y a 3 jours, sur 270 000, 300 000, 400 000 qui vont y aller, c'est vraiment aussi attrayant que ça, la profession d'enseignant, ou c'est l'opportunité du travail, finalement? Et si vous répondez que c'est l'opportunité du travail, il y a problème. Non, je vais vous dire. Quand il a dit, si Chaferi, il a parlé, toute la fonction publique, à l'échelle 10, vous commencez avec 5 400. À l'échelle 11, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous commencez à 7 000 ou à 8 000. Donc c'est ça, les salaires dans le public, on les connaît, que ce soit pour l'enseignement, que ce soit pour la santé, ou que ce soit pour l'équipement, ou quel que soit. Donc ce n'est pas une question qui est spécifique pour l'éducation. Donc... la valorisation, effectivement, il faut la valorisation. On est par la valorisation, on est pour des enseignants de l'école publique qui vont lever la barre ou
comme ça l'a été pendant une trentaine d'années, ou jusqu'aux fin des années 80, il faut dire après le plan d'ajustement structurel, où il y a eu des problèmes, où il n'y avait pas eu de recrutement, et on a eu ce déclin de l'école. Aujourd'hui, ça, tout le monde peut être d'accord. Maintenant, moi, quand je parle de l'âge, c'est juste pour dire que, bon, il y a peut-être des gens qui sont meilleurs et qui n'ont pas eu cette chance, étant donné que le nombre qui est présenté soit réduit. L'éducation nationale, pendant presque une quinzaine d'années, il y a eu plusieurs réformes. Il y a eu plusieurs réformes en 1999, il y a eu le plan d'urgence, il y a eu toutes ces réformes-là, et on est toujours au même résultat, ou même pire. Aujourd'hui, il faut que c'est une bonne chose. L'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, parle avec les associés, avec les partenaires, pour avoir une décision négociée. Et une décision négociée, c'est-à-dire les syndicats, les associations, les parents d'élèves, une décision négociée ne peut qu'avoir l'aval, parce qu'avec ces 20 ans qui se sont passés, il y a un scepticisme de toute décision qui arrive aujourd'hui. Et c'est normal, la population elle est en attente, après 2 ans, 3 ans de pandémie, il y a des choses qui se mélangent. Ce n'est pas la faute de l'éducation, mais à mon sens, il faut aussi que cette décision aurait pu être négociée, parce qu'une décision négociée, il permet d'aller de l'avant, il permet d'avoir l'assentiment de l'ensemble de la population, puisque les représentants, que ce sont, comme j'ai dit, les syndicats... Tant qu'elle n'a pas été négociée, elle pourrait peut-être être assouplie. C'est ça que vous voulez dire, éventuellement. Assouplie dans le sens de donner des dérogations pour des gens qui sont bien, mais qui n'ont pas eu cette chance. Et pour ne pas avoir d'autres problèmes. Parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui n'attendent que des décisions comme ça c'est pas ça ce qui les intéresse, c'est pas la décision, mais ils trouvent un motif pour aller et pour faire des actions collectives ou de la mobilisation collective, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être à raison pour certains, mais pour d'autres, ils n'attendent que ça pour le faire. Alors, Nabil Adel, on va passer pour le dernier petit quart d'heure qui nous reste, un peu question du privé. Donc, parmi les réformes qui ont été faites, une forme, ce n'était pas une réforme, c'était une décision, une forme de privatisation de l'éducation nationale. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'externalisation? Externalisation qui se professionnalise certainement, mais externalisation quand même. C'est-à-dire, bon, le ministère, il sort, ou alors vers le privé, ou alors vers les régions avec les académies régionales, éducation-formation. Alors déjà, pas cette sensation? Déjà, on ne peut pas parler de privatisation. Aujourd'hui, vous avez à peine 14% des Marocains qui envoient leurs enfants à l'école privée. Vous avez encore 86% qui fréquentent toujours les bancs de l'école publique. Et ces 14% de Marocains qui envoient leurs enfants dans l'école privée, s'il y avait une école publique dont le niveau s'améliore, et on l'espère avec cette réforme, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui vont migrer. On l'a vu ces dernières années, où beaucoup de parents qui faisaient la migration inverse. Maintenant, sur cet aspect d'externalisation, encore une fois, quel enseignant nous voulons pour demain, et on va voir l'élève qu'on aura demain. Maintenant, si l'excellence académique y est, il y a un phénomène qui va se produire. C'est-à-dire que les gens qui vont accéder à ce poste vont devenir plus exigeants, parce qu'ils savent ce qu'ils valent. Ils auraient pu aller ailleurs, mais ils ont choisi d'aller à l'enseignement. Et le ministère risque d'avoir un autre problème, parce qu'il aura affaire à une catégorie de la population qui, cette fois, n'est pas là parce qu'il fallait avoir un travail et on a passé le concours. Non, là, on a vraiment des gens qui ont aussi bien de bonnes notes que la vocation, que la capacité à réussir un concours. Et donc, je ne pense pas qu'on parle d'externalisation. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir un enseignant qui soit capable de bien transmettre. L'un des éléments sur lesquels le Maroc est très mal classé, c'est au niveau de l'IDH, où nous sommes vraiment très bas dans la liste, et il faut qu'on remonte, parce que c'est une part pour notre classement pays. PISA, Teams, Pearls aussi. Voilà, ça c'est vraiment, on peut passer tous les classements, on est au bas du tableau. Donc, si aujourd'hui, nous avons l'enseignant qui a cette compétence, mais encore une fois, et là, la balle est dans le camp du ministère, il ne suffit pas de recruter de bonnes personnes pour garantir une bonne qualité de l'enseignement. Il y a tout un parcours de formation. Et souvent, le problème se pose dans ce parcours de formation. Parce que vous prenez quelqu'un qui a 24, 25 ans, il est brillant, il a eu de bonnes notes, mais il n'est pas fait pour ça. Non, il est fait pour ça, parce qu'il a passé toutes les étapes. Mais quand il commence la formation, c'est là où il va devenir un bon prof ou un prof normal.
Il a la base pour devenir un bon prof. Maintenant, ce sont les formations qu'on va lui dispenser, l'accompagnement, les conditions de travail qui vont lui permettre de devenir un bon prof. Les conditions de rémunération sont importantes, mais je rencontre beaucoup d'enseignants dans le secondaire. Ils nous disent franchement, on aimerait bien avoir de meilleures conditions financières. Mais bon, à la limite, ce n'est pas ça le problème. Ce sont les conditions d'enseignement qui nous font mal et avec lesquelles on n'arrive pas à faire de la qualité. Les classes surchargées, parfois c'est eux qui doivent acheter les crayons. Ça, c'est derrière maintenant, les classes surchargées. C'est derrière maintenant. Non, c'est toujours le cas. Pour le secondaire, c'est encore le cas. C'est encore le cas. C'est toujours le cas. Donc, je vais expliquer pourquoi. Donc aujourd'hui, c'est un bon pas d'entrée dans la réforme, mais on se tromperait lourdement si on pense que c'est la fin. Il y a encore tout un parcours, il y a beaucoup d'autres cases à cocher dans les contenus, dans les manuels, dans les conditions de travail, dans les effectifs par classe, dans la formation continue des enseignants. Et puis, un élément qui est très important et sur lequel on ne fait pas suffisamment attention, c'est la qualification des responsables des établissements scolaires. C'est-à-dire les directeurs de lycées, de collèges. Ça aussi, c'est un pont important dans la qualité. Vous avez des lycées publics et des collèges publics qui dépassent de loin leurs homologues privés parce qu'à la tête, vous avez un bon manager. Et avec les moyens de l'État. Et vous avez d'autres parce que la personne, c'est un ancien enseignant qui a gravi les échelons, il n'a aucune capacité managériale, il se retrouve à la tête d'un établissement et puis après, c'est la débandade. Alors, avant de réagir à ça, Fouad Chaferi, je voudrais vous poser d'abord une question. Vous confirmez les 14% du privé? Ah oui. C'est combien à peu près en effectif? C'est 1 million d'élèves sur les 9 millions. Est-ce que, alors, avant de réagir à ce qui a été dit sur l'encombrement des classes, etc., c'est aussi... vous recrutez 15 000, donc c'est pour les enfants du secteur public et du secteur privé. Bien. Comment ils font pour leurs enseignants? D'abord, on recrute 15 000, mais nous avons 10 000 départs à la retraite cette année. Donc, oui, ça, on n'a pas parlé de ça parce que bon, c'est un remplacement, c'est une relève, c'est un remplacement, on va dire, pour rester sur le remplacement. Au sureffectif des classes, il faudra juste rappeler que fin des années 90, on était à 3 enfants sur 4 qui avaient l'âge d'être à l'école et qui entraient à l'école. En 1999, une décision a été prise, celle de la généralisation. Et on est passé dans un laps de temps très court. Aujourd'hui, on est à 99,7%, au lieu de 75 ou 74% qu'on avait en 1996. Cette massification de l'enseignement, avec un niveau de recrutement qui est resté presque stable pendant toute la première décennie de la réforme, nous a ramené vers des situations où on s'est retrouvé avec des classes de 40, de 45, voire de 50 élèves. Donc c'est pour cela que les solutions qui ont été prises vers 2016, c'était des solutions qui visaient à alléger cette souffrance des enseignants et des établissements par les sureffectifs. Aujourd'hui, dans les établissements primaires, dans les premières années du primaire, nous sommes à des effectifs entre 30 et 36 élèves. Mais dans le secondaire, beaucoup pour des enfants. On souhaite aller vers 25. Voilà, mais on aura besoin de plus d'enseignants et plus d'enseignants qualifiés. Plus d'enseignants plus proches des enfants qui ont 6 ans, qui ont 7 ans et qui ont des qualifications. Si vous permettez, avant de parler du privé, il y a un paradoxe. Rapidement, s'il vous plaît, Fouad Chaferi, j'ai encore une question à vous poser sur le privé. Donc, enfin, à vous poser à vous trois. Allons-y. D'accord. Donc, dans le public, on souhaite avoir des enseignants jeunes pour avoir des plans de carrière, pour développer des compétences professionnelles, pour qu'on puisse bénéficier du rendement de ces enseignants par la suite. Et un petit clin d'œil à Sehichi, par rapport à la question de rétention des enseignants dans le secteur public. On arrive difficilement à les retenir. C'est l'objet de la question dont je vous parlais justement. On arrive difficilement à les retenir. Puisque une fois les enseignants acquièrent de l'expérience, c'est comme les médecins. Ils sont convoités par le privé. Et les parents dans le privé, il y a un certain nombre d'établissements dans le privé qui ont tenté avec nous de former leurs propres enseignants, des jeunes diplômés de licence ou de master dans nos centres de formation. Mais les parents des élèves dans ces établissements, ils refusent que des jeunes enseignants soient les profs de leurs élèves. Ils préfèrent avoir des chevronnés qui ont fait de l'expérience dans l'éducation nationale comme professeurs. Donc c'est un peu paradoxal. Nous, on recrute les jeunes pour qu'ils se perfectionnent. Au niveau du privé, généralement, ils recrutent ceux qui se sont perfectionnés chez nous, qu'on n'arrive pas à retenir par des plans de carrière
qui sont motivants et qui vont vers le privé parce qu'ils trouvent un supplément de leur plan de carrière développé dans le privé, dans le public. Très bien. Alors, c'était justement, vous y êtes allé avant. C'était juste, vous avez anticipé la question parce qu'elle est importante finalement. Vous allez prendre des conditions, vous allez mettre des barrières, vous allez mettre un tas de choses et puis vous allez recruter des gens extrêmement qualifiés qui vont avoir après leur formation, etc. Et puis voilà, un jour, ce monsieur, cette dame, a 35 ans. Est-ce qu'il ne va pas être récupéré par le privé? Vous êtes tous les deux dans le primaire, enfin dans le supérieur, mais pour le secondaire, pour le primaire, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'État qui sert les intérêts du privé? Comment faire pour... Justement, alors comment vous voyez la solution? Il faut motiver, donc il faut avoir des plans de carrière, des motivations au niveau du public. Ce n'est pas possible. Le privé paiera toujours mieux que l'État. Non, c'est pas toujours la même chose. Ce qu'avait dit c'est Adil, en fait, il y a beaucoup d'enseignants qui ne cherchent pas vraiment à avoir des augmentations, surtout dans le secondaire, des augmentations de salaire. Ils cherchent plutôt à avoir un cadre de travail plus attractif et plus motivant. Est-ce que l'État peut le fournir par rapport au privé? Quand on voit les écoles privées, elles sont quand même plus attrayantes. L'éducation a un coût et il faudra que la société s'y mette pour fournir à nos enfants la meilleure de l'éducation. Juste un point, détrompez-vous à Sibousta. Il n'y a pas plus attractif que le public. Parce que le privé, c'est la loi du marché. Vous êtes bon aujourd'hui, je vous garde. Vous n'êtes plus au bout de 6 mois, 1 an, je vous mets dehors. Alors, je suis avec 3 enseignants, 3 professionnels, mais je ne sais pas si je vais mettre le pied dans le plat. On parle d'enseignants contractuels. Non. Donc, pour le public. Non, je parle du privé. Continue. Là, je sais. Mais pour le public, on parle d'enseignants contractuels. C'est-à-dire que... C'est des cadres des académies. Les contractuels sont dans le privé. Non, les 15 000 sont des fonctionnaires des sur CDI, la carrière. Des fonctionnaires des académies qui sont des établissements publics, comme tous les fonctionnaires des autres établissements publics. Donc ils ne devront pas renouveler leur contrat de travail, ils sont recrutés une bonne fois pour toutes. Ils sont recrutés, ils sont une fois titularisés dans leurs fonctions, ils ont toute la carrière d'enseignant devant eux. Alors comment les retenir dans le public et ne pas aller dans le privé? Non, justement, ce n'est pas un problème qui se pose à grande échelle, attention. Vous allez voir de temps en temps quelques écoles qui vont essayer de récupérer de bons profs, mais souvent vous avez une combinaison des deux. C'est quelqu'un qui garde un pied dans le public, parce que pour lui c'est la sécurité, c'est la garantie du travail, et puis il fait de la vacation dans des écoles privées, comme on peut trouver dans le supérieur. Mais en général, il y a aussi un prestige lié au statut d'enseignant dans le public. C'est quand vous êtes qu'un enseignant dans le privé, ce n'est pas aussi prestigieux que le statut de l'enseignant public. Encore une fois, ce ne sont pas des phénomènes d'exode massif auquel on va assister, même avec le 1 million d'élèves dans le privé, vous avez encore un équilibre entre public et privé parce que le public a des éléments d'attraction, qui sont la stabilité, qui sont le prestige qui est lié au statut d'enseignant dans le public, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas vraiment une crainte. Cela dit, l'amélioration des conditions de travail dans le public est un sujet à l'ordre du jour. Dernier mot pour vous, Al-Hachachi, avant la conclusion par Fouad Chaferi. Il faut améliorer la condition dans l'enseignement, le sureffectif, et aussi au niveau du monde rural. Je reviens toujours au monde rural. Il faut avoir des classes pour des enfants où le prof n'est pas obligé d'avoir plusieurs classes niveau en même temps. Ça fait vraiment une déperdition. Vous avez le CE1, le CP, parce qu'il y a une seule classe. Donc il faut aller dans ce sens-là parce que finalement ça va servir les enfants, les Marocains et les Marocains. Donc la valeur de l'enseignant, mais il faut donner les conditions pour qu'il y ait un bon élève qui pourra demain devenir enseignant. Vous êtes aussi d'accord avec le fait qu'il n'y a pas d'exode massif du public vers le privé? Aujourd'hui, le privé ne constitue pas... Il y a de l'exode, bien sûr qu'il y a de l'exode, mais le privé n'est pas encore aussi important. Il est à 14%. S'il est à 40%, peut-être qu'il y aura plus d'exode si les conditions ne s'améliorent pas, que ce soit, c'est-à-dire une motivation matérielle ou les conditions de travail. Vous n'avez pas pensé alors à faire signer à ces jeunes qui vont arriver peut-être... un engagement sur le fait de rester sur 10 ans, sur 15 ans? Non. Tous les agents de l'État et les établissements publics signent un engagement de rester 8 ans, une fois qu'ils sont... Bien sûr, ils vont passer tout d'abord par une année de formation, jusqu'à septembre prochain. Et une fois qu'ils seront affectés dans les établissements scolaires, ils passeront une année de stagiaire avant d'être titularisés. Mais une fois titularisés, ils auront l'obligation de rester au niveau de
l'éducation nationale, au niveau des académies, au moins pendant 8 ans. Si vous permettez, par rapport au mot de la fin, je réitère un petit peu ce que M. le ministre avait dit sur un plateau il y a 2 jours. Cette réforme de la formation des enseignants n'est qu'un élément de la réforme globale de l'éducation nationale. Donc si on prend cette réforme de manière singulière, on ne comprend pas vraiment la profondeur de la réflexion sur ce qu'il faudra réformer dans le système. Il faudra réformer l'accès au métier de l'enseignement, il faudra réformer le plan de carrière des enseignants, il faudra lier le plan de carrière des enseignants aux résultats des élèves, mais il faudra améliorer d'autres choses, les programmes scolaires, les conditions dans les établissements scolaires, tout ce qui est vie scolaire également, et tout cela, la manière de faire passer les évaluations, les examens également, mais tout cela, l'introduction des nouvelles technologies, nécessite un profil nouveau d'enseignant. C'est l'enseignant qui n'est plus un dispenseur des connaissances, mais c'est quelqu'un qui aide les élèves à apprendre. C'est l'innovateur en même temps. Et ce nouveau profil, si on ne commence pas aujourd'hui, demain, ça sera trop tard. Merci, on restera sur ça. On vous souhaite bon courage pour les autres mesures que vous allez prendre. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous trois d'avoir été aussi sur ce plateau. À la semaine prochaine.